Bonjour fidèles téléspectateurs, heureux de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de ce programme Afrique Santé. C'est un plaisir de vous savoir nombreux à nous suivre tout autour des thématiques abordées dans le cadre de ce programme pour vous permettre d'être édifiés sur des questions de santé. Le docteur Pierre Noumessi, une fois de plus, est l'invité avec lequel nous allons nous entretenir pendant cette heure consacrée à la santé. Bonjour. Bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour aux techniciens. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la reproduction ou encore à la procréation et nous attarderons également sur les problèmes de santé liés à la reproduction. On en parlera avec le docteur Pierre Noumessi. On sait que la procréation est un thème très intéressant car concernant tant les hommes, les femmes de tout âge. Oui, vous savez, quand on parle de reproduction ou même de procréation, c'est l'union entre le couple, un homme et une femme qui se mettent ensemble. C'est le résultat de leur entretien sexuel qui permet qu'on voit apparaître une personne, un enfant, qui vient après un certain moment qu'ils vivent ensemble. Donc, oui, allez-y. Oui, donc le problème de la procréation, c'est vraiment quelque chose de très très important parce que chaque être sur cette terre souhaiterait avoir des enfants pour pouvoir perpétuer, je peux dire, s'aligner et vivre aussi tout en sachant qu'au jour de son départ, il aura laissé quelqu'un qui pourra aussi lui représenter sur terre. Alors, comme vous l'avez expliqué, docteur Pierre Noumessi, la procréation est une bénédiction, si on peut le dire ainsi. Avoir des enfants est un don, mais cependant, il arrive que certaines personnes, malgré tous les moyens qu'ils ont, ne réussissent pas à pouvoir faire des enfants. Et très souvent, ce sont des cas liés à des pathologies, à des maladies, des situations négligées aussi, qui pouvaient pourtant être prises au sérieux pour qu'on n'en arrive pas là. D'où tout le bien fondé de la thématique d'aujourd'hui, à savoir la procréation et les différentes maladies y afférentes. Alors vous avez parlé de procréation, rappelons que c'est l'union entre un homme et une femme. Quand on parle de procréation, docteur Pierre Noumessi, on fait référence bien sûr à la naissance d'un enfant, mais il y a des cas où effectivement avoir un enfant est impossible et cela peut être lié à des problèmes concernant l'homme ou la femme. Oui, c'est la raison pour laquelle, comme vous venez de dire Michel, ça c'est un thème qui va aider beaucoup de gens parce que d'habitude certaines personnes ne maîtrisent pas la cause de leur difficulté à procréer. Et tant qu'on n'a pas maîtrisé vraiment la difficulté, on peut toujours continuer davantage à s'enfoncer, c'est-à-dire à s'autodétruire sans savoir que il fallait simplement un petit conseil pour que certaines personnes sortent de cette situation et commencent à faire des enfants. Soit dans des traitements, soit dans les conseils, comme je veux, des astuces même, soit aussi dans le comportement alimentaire. Comportement alimentaire, ce qui veut dire qu'aujourd'hui nous allons également parler des biens fondés de l'alimentation ou encore des aliments que nous consommons. Oui, effectivement. Vous savez que en ce qui concerne les hommes, naturellement, pour quelqu'un qui est en très bonne santé, au niveau des spermatozoïdes, est capable de produire 1500 spermatozoïdes à la seconde. Ce qui fait que quand, lors de l'éjaculat, on peut compter entre 20 millions et 200 millions de spermatozoïdes pour un éjaculat. Ça, c'est pour quelqu'un qui est en très bonne santé. Bon, et alors, pour que cela soit ainsi, il y a un certain comportement ou encore une hygiène de vie qu'il faut prendre en considération afin de faire des enfants. Vous voyez, tout le temps je parle de l'alimentation chimique, tout le temps je parle des aliments conservés, parce que je sais que là aussi se trouvent des raisons pour lesquelles certains couples peuvent vivre éternellement sans jamais faire d'enfants. Il faut aussi savoir que, sans oublier
les maladies ou les infections sexuellement transmissibles. Oui. Beaucoup de personnes en souffrent à cause de cela. Donc, l'essentiel aujourd'hui, c'est que chacun prenne soin de son corps et voir au moins comment la bonne qualité du sang peut agir favorablement à la procréation, que ce soit pour la femme, que ce soit pour l'homme. Alors, on va directement aborder le sujet, Dr Pierre Messi, puisque la stérilité est la cause principale voilà, du manque de procréation dans un couple ou dans une vie, pas forcément chez un individu. Alors, lorsqu'on parle de stérilité déjà chez les femmes, quelles peuvent en être les causes? Il faut savoir qu'au niveau de l'appareil de reproduction féminine, il y a un souci. Le souci, c'est que d'autres femmes, volontairement, utilisent des choses comme les contraceptifs, qui, à la longue, créent des problèmes de surpoids. Et ça aussi, ça crée beaucoup de problèmes. Deuxièmement, il y a des maladies comme les myomes, les fibromes, les problèmes de sécheresse vaginale, parce qu'avec les contraceptifs, on a aussi des problèmes de sécheresse vaginale. Ça veut dire que l'appareil de reproduction, je peux dire la glaire cervicale, s'il faut utiliser ce terme, n'est pas important là-dedans. C'est ça qu'il n'y a rien qui puisse aider, ne serait-ce que les spermatozoïdes à aller aussi loin possible, trouver, en fait, se faire ovuler. Donc, il y a ces maladies dont sans oublier les chlamydia, parce que je ne peux pas parler sans parler de ces chlamydia, qui est une maladie très dangereuse. Chlamydia, quand le niveau de chlamydia est un peu élevé, on peut vraiment faire des enfants qu'on va, en fait, ça crée d'abord des problèmes d'avortement récurrent. Ça, c'est le problème de chlamydia. Si on arrive déjà à faire un enfant, cet enfant devient un maladif qui non seulement aura même des problèmes de vue, mais ensuite de ça, le problème de la procréation sera aussi toujours compliqué parce que le pauvre maladif n'aura pas l'énergie nécessaire pour pouvoir se mouvoir et permettre aussi à la génération future de se retrouver parmi les enfants d'après. Parce que eux, ils auront, ces enfants qui souffrent de chlamydia aggravé n'auront pas la chance de faire des enfants aussi forts que souhaité. Et le troisième cas, c'est les gens qui ont alors un chlamydia vraiment avancé. C'est-à-dire les parents qui ont un chlamydia avancé, là alors c'est très grave. Parce qu'ils développent en eux le mal de la destruction des spermatozoïdes. Il y a la destruction des spermatozoïdes, il y a la contamination du germe de chlamydia qui va jusqu'au niveau des poumons et provoque ainsi ce qu'on appelle tuberculose à chlamydia. Et quand, après les poumons maintenant, ce chlamydia arrive à nos yeux, et c'est là alors que se trouve la plus grande cause de la cécité dans le monde. C'est le chlamydia qui détruit la vue en majorité. Donc, les nerfs oculaires, la rétine, tous ces éléments dans les yeux prennent un coup fatal. Et c'est là où beaucoup de difficultés aussi nous arrivent. C'est-à-dire donc que le chlamydia est une maladie à prendre très au sérieux pour ceux qui désirent avoir des enfants. Oui, il faut vraiment considérer le chlamydia comme le premier ennemi avant même d'affronter d'autres maux. Parce que le chlamydia, son fonctionnement à l'endroit de nos organes est vraiment, je peux dire, cruel. Alors, sur le plan de la médecine traditionnelle, est-ce qu'il y a des traitements appropriés pour pouvoir guérir du chlamydia? Oui, déjà, je dis toujours, je remercie le Seigneur qui a tout mis à notre disposition et que c'est nous qui sommes ignorants. Ce problème de manque de connaissances détruit complètement l'humanité. Il existe des remèdes, aussi efficaces soient-ils, pour détruire complètement le chlamydia, pour permettre, je peux dire, à la prostate de fabriquer de très bons spermes et aux testicules de fabriquer des très bons spermatozoïdes.
vous voyez que quand cet organe a de bons fonctionnements, la vie est belle. Bon, mais il faut aussi savoir une chose, c'est que au niveau de la reproduction masculine, tout ce qu'on demande, c'est de respecter les aliments qui peuvent donner de l'oxygène à notre système pour que tous les organes fonctionnent bien. De même, du côté de la femme, elle doit aussi savoir que toutes ces maladies qu'on essaye de développer sont des maladies liées parfois aux conséquences de la mauvaise alimentation. Parlons par exemple des kystes, des fibromes, des myomes. Mais il faut aussi reconnaître que les femmes encore ont un autre souci avec les affaires de couches de nuit. Les couches de nuit sont aussi des poisons. Et ça, c'est le volet spirituel. Pour expliquer les causes de la stérilité. Voilà. Ces couches de nuit aussi sont parfois les causes de cette stérilité parce que c'est des présences étrangères qu'on met dans notre système. En fait, dans l'organe génital féminin, pour les isoler de la vie, de la joie de vivre. Parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir, quand vous faites des couches de nuit régulièrement, pour finir, vous allez vous retrouver possédé. Possédé, ça veut dire que partout où vous irez, vous serez comme si vous avez un mari pour la femme et pour l'homme qui a subi aussi les couches de nuit, il peut aussi se retrouver avec une femme spirituel qui de temps en temps le tient, il le fait éjaculer n'importe comment, et quand il est même avec sa propre femme, c'est une complication, c'est très difficile de vivre. Vice versa, donc c'est ça les conséquences qui arrivent aussi à travers les couches de nuit. Et il faut aussi reconnaître que les aliments transformés, conservés, ont une capacité destructive de mettre soit l'homme, soit la femme dans des difficultés en anéantissant l'effort de toutes les cellules qu'il détient. Et ça fragilise le système et nous nous retrouvons parfois avec des problèmes d'azospermie. Les problèmes de tératosperme, c'est-à-dire il y a des gens qui à peine éjaculés, les spermes sont déjà morts. Il y a des gens qui, quand on parle d'asténose, des gens qui éjaculent, mais les spermes sont non seulement insuffisants, mais n'ont pas une capacité d'aller loin. Donc il faut produire l'ovulation. La fécondation. La fécondation, oui. Donc c'est ça les choses qu'il faut comprendre. Quand on a un souci d'azospermie, un souci de kyste de fibrome et de tout ce qui cela va avec le problème d'infertilité ou de stérilité, il faut bien comprendre que toutes les plantes pour guérir ces maladies existent et ça, ce sont des choses qu'il faut reconnaître. Alors, on va encore en reparler avec vous, docteur Pierre Moumessi, puisque vous rassurez certainement ceux qui vous écoutent que tous ces noms, ces maladies, ces anomalies que vous avez citées, qui sont des causes de stérilité, peuvent aussi être soignées. L'on peut en guérir totalement et pouvoir avoir des enfants. On vous retrouve sur ce plateau juste après cet élément que nous propose la réalisation, un élément qui nous en dit plus sur les différentes causes de stérilité ou encore les maladies liées à la stérilité. La stérilité est un phénomène qui augmente et touche près de 800 000 couples en Espagne. 30% des cas de stérilité sont d'origine masculine, 30% d'origine féminine, 20% des cas sont d'origine mixte et 20% restent inexpliqués. Les principales causes de stérilité sont des anomalies dans la production de sperme qui se traduisent par une mauvaise qualité et une faible quantité de sperme. Des anomalies de l'appareil reproducteur masculin qui rendent impossible le dépôt de sperme au fond du vagin durant le coït. Des problèmes d'érection. Une obésité extrême. Des problèmes génitaux fonctionnels qui peuvent avoir des conséquences sur la forme et la taille du pénis et donc sur la qualité des gamètes. De plus, la stérilité masculine est liée à la variocèle, une dilatation des veines du scrotum qui réduit la production de spermatozoïdes. En ce qui concerne les femmes,
80% des causes de stérilité sont dues à 5 facteurs principaux. Le désir d'enfant à un âge tardif, des altérations de l'utérus, anomalie de sa forme ou du mucus cervical qui doit favoriser la survie des spermatozoïdes, un dysfonctionnement ovarien qui réduit la quantité et la qualité des ovocytes, certains déséquilibres endocriniens qui empêchent le fonctionnement normal de l'ovaire. Le syndrome des ovaires polykystiques est une autre cause fréquente de ces troubles ovariens. On estime qu'entre 5 et 20% des femmes souffrent de ce syndrome. Des lésions des trompes de Fallope qui empêchent les spermatozoïdes d'atteindre l'ovule pour le féconder. L'endométriose. Elle se caractérise par la formation en dehors de l'utérus, par exemple dans les ovaires, la cavité pelvienne ou la vessie, de tissus formés de cellules endométriales. On peut citer aussi d'autres facteurs de risque comme l'obésité, les effets de certains traitements agressifs comme la chimiothérapie, les problèmes thyroïdiens ou la consommation de drogue. Decimos que una pareja tiene causas mixtas de esterilidad cuando se superponen etiologías de origen femenino con etiologías de origen masculino. En muchas ocasiones, ninguna de esas dos causas por sí solas quizás sería suficiente como para evitar que se produjera una gestación, pero cuando confluyen esas dos causas se llega a una situación en la cual la probabilidad de que se dé el embarazo de forma espontánea es muy baja. Son situaciones que llamamos de subfertilidad. Y por lo tanto ahí es cuando a una pareja se dice que hay causas mixtas de esterilidad, porque hay factores que dependen de ambos miembros de la pareja que están evitando o disminuyendo mucho las posibilidades de que se produzca gestación. Hablamos de esterilidad de origen desconocido cuando en una situación de esterilidad las pruebas que se hacen de rutina para determinar los motivos de esa esterilidad dan un resultado normal. No quiere decir que no haya ningún motivo de esterilidad, sino que las causas que están dando lugar a esterilidad en esa pareja residen ya en el proceso íntimo del proceso reproductivo, en lo que es la fecundación, el desarrollo embrionario, etc. Y esos factores no somos capaces de detectarlos en las exploraciones rutinarias y solo ya cuando estamos dentro de los tratamientos de reproducción. Depuis plus de 20 ans, Ivy s'efforce tous les jours de surmonter les obstacles de la stérilité et aide les couples qui souhaitent avoir des enfants à réaliser leurs rêves. Sur ce plateau, fidèle le programme Afrique Santé. Aujourd'hui, on s'intéresse à la reproduction, mais également aux problèmes de santé, souvent liés à la procréation. Alors, Dr Pierre Nemessi, on a suivi cet élément avec vous qui est revenu sur certaines causes de stérilité. On a parlé de maladies, certaines maladies que vous avez d'ailleurs évoquées sur ce plateau. Alors, j'aimerais qu'on s'attarde aussi sur l'obésité excessive. Dans quel cas est-ce que cela peut être un problème pour la procréation? Quand on parle d'obésité, vous allez comprendre que l'énergie dans le corps de quelqu'un qui est obèse est moindre. C'est-à-dire l'énergie, la force de faire plein de choses est moindre parce que le système est cumulé d'acides et de graisses. Alors maintenant que la reproduction demande une hygiène beaucoup plus pure, bon, et le corps de la personne obèse est chargé de toxines, vous comprendrez que ces genres de situations sont toujours, comment dire, ancrées dans le système des personnes qui n'ont pas beaucoup de problèmes d'obésité, et ceux qui en souffrent de problèmes d'obésité ne peuvent pas facilement avoir une bonne qualité de spermatozoïdes. Et loin de ça, pour être un peu plus clair, les personnes obèses souvent ont même une diminution de la taille de leur pénis. Vous voyez, parce que le corps envahit tout le système et même le pénis qui pouvait bien être tendu pour favoriser un bon fonctionnement est complètement anéanti. Alors c'est effectivement une situation qu'il faut éviter à tout prix pour ceux qui espèrent avoir beaucoup d'enfants. Oui, quand on veut avoir des enfants, il y a beaucoup de choses si naturelles, comme je disais tantôt à l'entame de l'émission. C'est que la pratique du sport
pour éviter la sédentarité. Parce que ceux qui sont obèses et qui n'ont pas de possibilité de s'épanouir, je peux dire physiquement, dans des mouvements sportifs, gardent en eux beaucoup d'acidité. Donc il y a par exemple le sport, il y a aussi, comment dire, l'alimentation, la consommation des aliments ou des fruits qui peuvent les aider à pouvoir mieux évacuer autant d'acidité qui s'accumule. Et il ne faut pas oublier le plus cruel des causes d'obésité, qui est le sucre. Bon, le sucre, lui, agit très très négativement dans nos organes, surtout au niveau du foie, parce que toute la graisse s'accumule au niveau du foie et crée déjà un mauvais fonctionnement qui va aussi affecter les reins et créer beaucoup d'autres problèmes. Vous savez que même les diabétiques sont des gens qui, tant que le diabète est important, on ne peut même pas faire d'enfant, parce que le sang n'est pas de bonne qualité. Et les spermes ou les spermatozoïdes ont besoin de l'énergie pour pouvoir comment faciliter la procréation. Qu'en est-il de la consommation des drogues, puisque cela a également été cité comme une des causes de Oui, bien sûr, il faut reconnaître. Il y a les drogues, même le Viagra, j'ai toujours appelé ça drogue, même le Viagra. Ça veut dire les cocaïnes et tout ce qu'on appelle les drogues sont très mauvais pour la reproduction. Pourquoi? Parce que ces drogues agissent très très négativement sur le système nerveux. Et comme l'érection aussi, c'est lié à la bonne qualité et la fluidité du sang. Donc tant que ces deux éléments ne sont pas comment dire, forcés ou surchargés des éléments nocifs comme des drogues, on peut se sentir bien. Mais malheureusement, les drogues, non seulement à la longue, fragilisent les nerfs, fragilisent les nerfs. C'est même pour cette raison que quand les nerfs sont déjà fatigués, même le fonctionnement sexuel commence à perdre aussi sa force. Parce que quand la circulation sanguine n'est plus importante, les nerfs sont fragiles, la reproduction aussi devient compliquée. Alors, docteur Pierre-Messi, chez les femmes, vous avez parlé des grossesses, des avortements répétés. Est-ce que ces avortements répétés, si elles sont occasionnés par la personne, peuvent conduire à la stérilité? Vous savez, quand vous avortez tout le temps, ça veut dire que le système reste encore malade. Ça veut dire que le chlamydia en question est toujours en là, vous. Ce sont des avortements volontaires qui n'ont rien à voir avec les chlamydia, les fausses couches qui peuvent causer le chlamydia. Lorsque c'est un acte volontaire posé par de nombreuses femmes qui se disent, dans leur jeunesse, qui se disent, bon voilà, je n'ai pas le temps maintenant, je veux me consacrer à mes études, je veux me consacrer à ma carrière. Alors qu'est-ce qui arrive lorsqu'on tombe enceinte, on avorte? Est-ce que dans le cas d'une femme qui a fait des avortements répétés, est-ce qu'il peut arriver un moment où elle se dit prête à pouvoir procréer, que cela ne soit plus possible? Oui, déjà j'ai parlé des contraceptifs même à l'entame là. Il faut reconnaître que les femmes ont beaucoup de problèmes. Le problème de ne pas vouloir accoucher et d'attendre un certain moment avant d'accoucher, c'est déjà quelque chose de très très, je peux dire, négatif. Pourquoi c'est négatif? Parce que quand vous avez une carrière, vous avez une vie à construire, vous avez tout ce qui vous plaît à le faire, et que vous n'avez pas d'enfant je peux dire, pour vous aider à faire développer cette carrière, c'est un gros problème. Parce qu'il y a des gens qui travaillent et qui n'auront jamais, qui ont beaucoup d'argent et qui n'arrivent pas à faire d'enfants. Ça veut dire qu'ils ont sacrifié l'essentiel par rapport à leur carrière. Bon, alors les avortements que ces femmes font régulièrement, vous savez, si vous avez fait des avortements et que tout le temps vous êtes à l'hôpital aussi pour qu'on essaie de faire le curettage et évacuer tous les déchets sanguins, vous le faites une fois, deux fois, trois fois, pour finir, vous pouvez être stérile. Ça, il n'y a rien à faire. Vous pouvez être stérile parce que le système, à force
d'agir dessus peut créer des problèmes, même au niveau des ovaires. Bon, et là, vous pouvez être stérile. Je peux dire simplement que tout le temps, je reçois des femmes, beaucoup de femmes, qui viennent parce qu'elles veulent des enfants. Elles ont déjà peut-être même dépassé l'âge de 50 ans. Elles veulent des enfants. Bon, heureusement, comme j'ai toujours dit, en médecine naturelle, il existe des plantes qui peuvent vous aider, même pour ceux qui ont déjà atteint la ménopause, à retrouver les règles. Ça, c'est même la grande chance que Dieu, comme je répète tout le temps, Dieu nous a tout donné. Donc, que vous pouvez perdre vos règles. Et que maintenant, vous voulez d'enfants, vous approchez la personne qui a le technicien qui a la capacité de reconnaître les meilleures plantes possibles liées à la reproduction. On peut faire revenir les règles. On peut vous permettre d'avoir la glaire cervicale, c'est-à-dire à travers les hormones naturelles, toujours, je suis dans les plantes. À partir de là, vous pouvez faire peut-être 1 ou 2 enfants parce que vous avez dépassé les 50 ans. Ça, c'est possible, ça se fait régulièrement. Bon, mais toute femme qui a peut-être cette maladie que j'appelle régulièrement chlamydia, il faut se soigner à fond. Et toutes les femmes aussi qui ont des problèmes de mari de nuit, la chance que j'ai, pour parler particulièrement de moi, c'est que je suis né avec un don. Et ce don a les capacités de détruire tous les effets nocifs mystiques qu'on peut faire, en fait, que chaque personne peut subir le long de sa vie. Il y a les possibilités de chasser les couches de nuit, il y a les possibilités de débarrasser du corps de l'homme ou de la femme des esprits qui viennent parfois les confisquer. Bon, ça, c'est une grande chance que Dieu a mis tout ça à ma disposition et que grâce à ça, peu importe la difficulté de certaines maladies et de certains patients, leur maladie peut trouver une solution. Les seuls cas que je peux dire que parfois on peut, qu'on peut dire qu'il n'y a pas de solution, ce sont les femmes peut-être qui ont subi certaines opérations où on a peut-être coupé les trompes. Bon, là, on ne peut pas faire autrement. J'ai reçu une année une femme qui venait de l'Italie. Elle venait comme ça parce que pour elle, la vie ne valait rien. Il fallait qu'elle vienne crever au Cameroun. Elle avait une situation très très compliquée. Elle avait des douleurs atroces qui se manifestaient de 3 façons. Soit c'est des douleurs normales, soit c'est des douleurs comme des effets électriques, comme si on traversait son bas-ventre avec une lame de scie, soit elle avait des douleurs comme des contractions très très fortes. Alors elle est arrivée, elle n'avait même pas d'enfant. Mais elle a eu ce problème après qu'on l'avait opérée. On a coupé la trompe du côté gauche. Maintenant, elle est venue, elle a suivi son traitement. Dieu merci, la première douleur qui était intense est partie. Il restait maintenant la deuxième douleur qui agissait comme un effet électrique. Quand elle a un matin, elle m'appelle, elle me dit, papa, je ne sais pas ce qui m'arrive. J'ai vu quelque chose lorsque je faisais ma toilette intime. Si vous êtes à la maison, je viens vous montrer, parce que c'est étonnant que cette chose vivait dans mon corps. Elle est venue avec un papier nylon attaché avec plein de choses dedans. J'ai vu, et à partir de là, la douleur qui agissait comme le courant électrique s'est stoppée complètement, et même les contractions ont disparu. Elle est retournée en Italie, mais aujourd'hui elle a 3 enfants, avec une seule trompe. Elle a fait 3 garçons. Donc moi je pense toujours que Dieu nous a tout donné, c'est nous qui refusons de bénéficier des bonnes œuvres de Dieu. Nous avons toujours tendance à croire que c'est le blanc qui est Dieu. Voilà. Alors, docteur Pierre Lemessis, est-ce qu'il y a un âge précis, ou une tranche d'âge précis qui serait idéale pour une femme qui désire faire des enfants? Moi je ne peux pas ne pas vous dire que je n'aime pas décourager les gens. Ce n'est pas parce qu'on fait un enfant à 50 ans qu'un enfant ne doit pas être intelligent. Ce n'est pas... Moi, je dis, à partir de 25 ans, et même moins, parce que beaucoup d'autres accouchent à moins de 20 ans. Moins de 20 ans. Donc, à partir de 25 ans, quand on fait des enfants, surtout avec un corps vraiment en santé, je pense qu'on fait de très bons enfants. Mais malheureusement, certains enfants
que nous accouchons, ça c'est un autre sujet, mais on ne va pas s'étaler dessus. Certains enfants se sont beaucoup affaiblis à cause des vaccinations. Mais sinon, les enfants, quand on les protège avec, je peux dire, les effets de protection naturelle, sont extrêmement intelligents, c'est des génies. Donc c'est un peu ça qui dérange. Mais sinon, dans le fond, chaque femme doit faire son enfant quand c'est nécessaire. Il ne faut pas faire des avortements volontaires et après pleurer qu'il faut d'enfants. Il faut éviter de travailler aussi pour rien sur terre, faire ses enfants et à partir de là, je pense que chacun retournera le jour qu'il va quitter ce monde, étant content d'avoir laissé un héritier. Alors, Dr Pierre Messi, on va aussi dire un mot sur le cas des hommes, de nombreux hommes, comme on l'a vu dans ce reportage, à travers le monde, souffrent de stérilité également. Mais qu'est-ce qui explique que la stérilité de l'homme soit souvent silencieuse? On n'en parle pas trop. Est-ce parce que les hommes ne se plaignent pas? Est-ce parce que pour un homme, c'est... Voilà. Comment vous expliquez ça? Vous savez, nous les hommes, certains ont tendance à croire qu'ils sont très forts. Certaines hommes ont tendance aussi à croire qu'ils ne peuvent pas s'entendre avec leurs femmes parce qu'ils sont des hommes. Je parle en termes faciles que les gens comprennent. Vous savez, quand on a un problème, surtout dans ce monde de procréation, on a toujours tendance à accuser la femme. Oui. Ça, c'est ce qui est vulgaire. Or, pendant qu'on accuse la femme, on est dans la bière. On est dans les consommations de tous les aliments qui ne peuvent pas être favorables à avoir de très bons spermatozoïdes. On a tellement de difficultés. Beaucoup d'hommes, parfois, constatent, après avoir, je peux dire, détruit la vie de leur femme en les empêchant de concevoir, et constatent plus tard qu'ils ont peut-être des problèmes d'azospermie, de tératospermie, d'asténospermie. Je dis tout ce qui est mauvais et qui ne peut pas, enfin, qu'ils ne peuvent plus produire, faire des enfants. Mais quand ils découvrent et que l'âge de la femme a déjà dépassé, la femme est en ménopause. Pour elle, vous savez, la science avait dit quand on est en ménopause, c'est fini. Bon, maintenant, quand elle est en ménopause, elle sait que pour elle, c'est fini. En ce temps-là, quand l'homme se soigne, il va faire ses enfants dehors maintenant, mais la pauvre qui a passé la vie à supporter cette situation se retrouve, je peux dire, embarrassée et entre même dans un comportement les gens qui ne maîtrisent pas ses souffrances vont la traiter de la femme jalouse, la femme ceci, la femme cela. Pourtant, elle a passé sa vie à espérer que son homme qu'elle aimait pouvait aussi se soigner et pouvoir créer l'équilibre qu'elle aurait tant souhaité dans le foyer. Cela veut dire qu'il faut une certaine collaboration aussi dans une vie de couple. Oui, toujours. Comprendre les problèmes de l'autre et pouvoir... exactement, voilà où j'en suis. Quand vous faites déjà 1 an, jour pour jour, avec une femme, et qu'il n'y a pas d'enfant, tenez-vous la main, allez faire un contrôle médical. Ne dites pas seulement, j'ai fait des enfants, j'ai des enfants dehors, monté, c'est descendu, mais il y a des enfants dehors qui ne sont pas vos enfants. Mais on vous a donné cette responsabilité, peut-être parce que vous avez des moyens d'entretenir celle de dehors. Or, chez vous-même, vous ne faites pas d'enfants. Alors, ce qu'il y a de très important, c'est que quand vous aimez une femme, si vous êtes ensemble, jour pour jour, 1 an après qu'il n'y a pas d'enfant, tenez-vous la main, allez faire un petit contrôle médical, allez voir un gynécologue, il essaie de faire un bilan de santé sur votre santé de reproduction. Et à partir de là, si on constate que l'homme a un souci, l'homme doit chercher comment trouver les moyens pour pouvoir s'en sortir de cette situation. Vice-versa, même la femme doit faire autant. Mais il faut aussi reconnaître que après même les contrôles médicaux, si on a aussi un très bon naturopathe à côté, on peut gérer ces problèmes et faire des enfants tranquillement. Alors, Dr Pierre Messi, on a parlé de la stérilité chez l'homme et qu'en est-il chez la femme? Quelles sont, selon vous, les maladies les plus récurrentes qui affectent les femmes et les rendent stériles? Bon, j'ai parlé du chlamydia qui concerne l'homme et la femme déjà, mais il faut aussi savoir qu'il y a les problèmes des trompes bouchées, qui sont toujours parfois les conséquences des IST. Et il y a les trompes bouchées
il y a l'apparition des problèmes. Quand on dit polykystique, ça veut dire qu'il y a beaucoup de kystes sur les trompes. Et il y a des problèmes même qui se manifestent au niveau de la glaire cervicale, dont les problèmes hormonaux. Et il y a aussi, pour parler des kystes, des fibromes, les myomes, comme j'ai dit tantôt, en plus de ça, je pense que la thyroïde, comme j'en parlais dans une de nos émissions, la thyroïde doit être aussi un organe qu'il faut contrôler pour savoir si la sécrétion des hormones au niveau de l'appareil génital et de tous les autres organes est bien régulée. Et à partir de là, je pense que plein de problèmes peuvent être résolus. Même si c'est les couches de nuit, même si c'est les possessions démoniaques, il y a la solution à toutes ces choses-là. Et je pense qu'à partir dès qu'on a au moins pu trouver quelqu'un de bien qui peut vous éliminer de toutes ces maladies, vous éloigner de cela, je pense que vous aurez votre solution. Alors, puisqu'on parle de solution, on va encore une fois de plus proposer cet élément, toujours avec le concours de la réalisation, un élément qui nous en dit plus sur la procréation. Après avoir dit maladie vénérienne du nom de Vénus, déesse de l'amour, et chuchoté maladie honteuse, on a parlé de maladie transmise sexuellement, ou MTS. Mais comme plusieurs de ces maladies peuvent se transmettre autrement, on utilise plus couramment l'expression maladie sexuellement transmissible, ou MST. Dans le monde entier, les MST posent un problème sanitaire important. Elles sont une cause majeure de stérilité chez les femmes. On en reconnaît aujourd'hui plus de 25. Parmi elles, la blénorragie et la chlamydiose, deux infections bactériennes relativement faciles à soigner au début, mais parfois difficiles à reconnaître. L'herpès génital, une maladie virale qui, bien qu'il ne soit pas mortelle, est jusqu'à présent incurable, et la syphilis, moins répandue de nos jours que les précédentes, mais beaucoup plus dangereuse. Mais voici qu'à côté de ces maladies bien connues est apparu récemment le sida, qui est de loin la plus grave de toutes. Bien qu'il ne frappe encore qu'une faible partie de la population, le sida se propage rapidement dans toutes les régions du globe, surtout dans les pays en voie de développement. La diversification des pratiques sexuelles et l'augmentation des relations sexuelles avec des partenaires d'occasion, surtout chez les 15 à 30 ans, crée une situation où, à l'échelle globale, les MST progressent régulièrement. Certains spécialistes de la santé parlent même d'épidémie. Les premières descriptions de maladies de l'appareil génital remontent à plusieurs millénaires avant Jésus-Christ. Dans un texte chinois datant de 2637 avant Jésus-Christ, l'auteur décrit une maladie se manifestant par un chancre. Environ 1000 ans plus tard, des papyrus égyptiens font état des symptômes de la blénorragie. Toutefois, il ne semble pas que les Égyptiens de l'époque aient su comment se transmettait cette maladie. Ce n'est que vers le XIVe siècle que l'on parvient à en faire clairement le diagnostic et à en connaître le mode de contagion. Après avoir fortement baissé au début des années 40, avec notamment la découverte de la pénicilline, le nombre de cas de MST a amorcé une remontée vers le milieu des années 50 pour atteindre des proportions inquiétantes aujourd'hui. Les adolescents et les jeunes adultes mal informés apprennent souvent trop tard à adopter des comportements sexuels préventifs. Même si certaines MST comme la syphilis, la blénorragie ou la chlamydiose réagissent bien aux antibiotiques, ces maladies ne doivent pas être prises à la légère, d'autant plus que certaines d'entre elles, comme le sida, sont mortelles. Mais toutes les MST peuvent être facilement prévenues. Si la continence et la monogamie réciproque constituent sans doute le plus sûr garant contre ces maladies, le recours aux préservatifs réduit considérablement leur propagation.
En attendant la disponibilité de vaccins contre le virus de l'herpès ou celui du sida, la modification de nos habitudes sexuelles est plus que souhaitable si nous voulons éviter que les MST ne poursuivent leur progression épidémique. Et à vous également, fidèles téléspectateurs, de nous suivre sur ce plateau. Nous avons le docteur Pierre Numessi. Ensemble, nous nous intéressons aux différentes maladies et qui peuvent être un frein à la reproduction. Alors, on a parlé de beaucoup de causes, docteur Pierre Numessi. Vous avez évoqué l'obésité, vous avez parlé également de l'alimentation, des consommations de drogue par certains hommes ou femmes. Alors, que dire de cette maladie particulière, l'herpès? Déjà, comment est-ce qu'elle se manifeste dans le corps, dans l'organisme? Oui, déjà, il faut comprendre, pour parler spécialement de l'herpès, c'est aussi une maladie virale qui normalement agit dans tout notre organisme. Ce n'est pas forcément seulement génital. Donc, parce qu'on le trouve aussi même au niveau de la bouche. Quand ça se développe, on peut trouver des boutons qui sortent au niveau de la bouche. De même, au niveau génital, puisqu'on en parle, quand l'herpès est au niveau génital, on a des boutons qui sortent, je peux dire, tout autour de l'appareil génital et développent des boutons qui, non seulement sointent, font des douleurs. Ils appellent ça, quand ça se développe, jusqu'à ce que c'est important, on peut confondre ça à la crête de coq. Vous voyez, comme la crête de coq, comme ça, oui. On peut confondre ça exactement comme ça, comme la crête de coq. Ça sointe, ça a une odeur très très désagréable. Et cette herpès est une maladie aussi qui, vous comprendrez déjà que si quelqu'un a cette présence autour de son sexe et qu'il se met en rapport avec des gens, il va continuer à contaminer des gens. C'est une maladie contagieuse sexuellement? Oui, effectivement. Donc l'herpès génital joue aussi un rôle très très, je peux dire, désagréable au niveau de la reproduction. J'ai reçu un Néerlandais qui était venu dans ce pays parce qu'il avait un problème d'herpès. Vu son niveau au niveau de l'administration des Pays-Bas, il avait une situation, le pauvre avait des couches autour de son pantalon. Alors quand il est arrivé chez moi, je suis allé derrière pour prendre quelque chose. Le temps d'arriver, il avait déjà baissé tout son pantalon parce qu'il souffrait énormément et la maladie avait fait déjà que sa femme parte du mariage. Alors cet homme est venu, il m'a montré. J'ai demandé, mais comment vous vous déshabillez? Il dit, non, vous ne pouvez pas me soigner sans voir de quoi je souffre. Bon, effectivement. Oui, déjà, ce monsieur de Pays-Bas, lui a été très surpris et il m'a dit franchement, l'Afrique regorge beaucoup de choses et nous ignorons en Europe. Heureusement que mon frère qui a fait votre connaissance m'a demandé de venir me soigner. C'était un Français, celui qui l'a amené ici vers moi, c'était un Français. Alors, au bout de quelques temps, le papillomavirus a complètement disparu au niveau. Après le traitement que vous lui avez donné. Oui, au bout de 5 jours, il n'y avait plus de papillomavirus, tout était parti. Il restait seulement à boire le remède pendant 3 mois pour tuer le germe à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'il a retrouvé sa guérison. Ce sont les mêmes personnes qui ont bien voulu me faire quitter ce pays. Eux aussi, ils ont bien voulu que je vienne travailler dans leur pays, mais c'est là que j'ai dit non, je ne peux pas quitter l'Afrique, je ne peux pas quitter le Cameroun. Donc eux aussi, ils m'ont dit, dans notre pays, vous ne marcherez pas dans la rue tout simplement comme vous marchez ici au pays. Vous serez gardé même que par l'armée. C'est une façon de dire que l'Africain ne veut pas croire en lui. Et pourtant, on prend toujours les Africains les plus intelligents qu'on appelle les cerveaux pour mettre dans les NASA, dans toutes les structures scientifiques du monde. On met les Africains, mais au profit des autres.
Moi, j'ai refusé ce genre de choses. Je reste camerounais et je mourrai au Cameroun. Et je ferai tout pour que notre pays soit au moins le numéro 1 en médecine. Donc, c'est tout mon souhait. Par rapport à toutes les maladies que je soigne, je fais de mon mieux pour que cela puisse porter fruit. En tout cas, c'est bien de savoir qu'une maladie telle que l'herpès, Dr Pierre Nemessi, la médecine traditionnelle a des solutions pour ce genre de cas. Vous avez d'ailleurs évoqué cet expatrié qui a laissé son pays et qui a trouvé la solution en Afrique grâce à la médecine traditionnelle. Alors, en tout cas, nous sommes arrivés au terme pratiquement de ce programme qui portait sur la production ou encore la procréation, la reproduction. La